diagnostic précoce du rectum, notamment intérieur du dépistage, distinguer les différents examens complémentaires à visée diagnostique et à visée donc, du bilan d'extension, connaître les différentes armes thérapeutiques et savoir poser des indications thérapeutiques. Donc là, c'est le plan de la question. On va y passer directement. Par définition, donc, le cancer du rectum, c'est l'ensemble des tumeurs malignes développées aux dépens de la paroi rectale. Intérêt de la question, il faut savoir que le cancer du rectum, donc, c'est une pathologie qui est fréquente. C'est l'un des cancers digestifs les plus fréquents. On va voir tout à l'heure dans les données épidémiologiques. Le sexe, il peut se voir chez les deux sexes, aussi bien chez l'homme que chez la femme, mais avec une légère prédominance masculine. Le diagnostic, intérêt d'un diagnostic précoce, et donc intérêt du dépistage. J'insiste beaucoup sur le dépistage. Le traitement, il y a plusieurs armes thérapeutiques, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, mais il reste l'arme thérapeutique principale. Il faut savoir que c'est la chirurgie. Le pronostic, il dépend de la précocité du diagnostic et de la prise en charge. Voilà, donc le rectum. Donc, on va faire un petit rappel anatomique sur le rectum. Il faut savoir que le rectum, c'est la dernière portion du tube digestif. Elle fait suite au côlon à hauteur de la troisième vertèbre sacrée. À ce niveau, je ne sais pas si vous arrivez à voir la flèche. Donc, à hauteur de la troisième vertèbre sacrée. C'est le point où le tube digestif cesse d'avoir un museau flottant. Donc, normalement, à l'état normal, le tube digestif a un museau flottant, mais là, le tube digestif cesse d'avoir un museau flottant. Et là où également, les artères hémorroïdales abordent le rectum. Donc, le rectum, il se termine, comme vous savez, par l'anus, par l'orifice anal. Le rectum il comporte deux segments essentiels. Il y a le segment pelvien, ou appelé également ampoule rectale. Il est situé au-dessus du plancher pelvien. Il est long de 12 à 14 cm et une largeur de 6 à cm qui peut atteindre jusqu'à 10 cm. Elle comporte sur le plan constitution histologique, donc il y a 4 tuniques. On a la muqueuse, là à ce niveau, donc au contact de la lumière, la sous-muqueuse, la musculeuse, qui est constituée de 2 couches, une longitudinale et une autre circulaire. Donc à ce niveau. Et enfin, une dernière, c'est la sérose. Le deuxième segment, c'est le segment périnéal. C'est le canal anal. Il est long de 3 cm, oblique en bas et en arrière, et comporte de bas en haut, donc la marge anale, qu'on voit ici, d'accord, le canal anal et les colonnes de Morgani, que vous voyez là. Ce segment périnéal constitue le segment le plus fixe du rectum. Il est constitué de 3 couches, c'est la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse. Cette musculeuse qui comprend le sphincter interne et le sphincter externe. Les rapports du rectum, donc en avant et en haut, il comporte donc chez l'homme, c'est la vessie. Bon, là, on ne voit pas, c'est la prostate, il n'y a pas une image donc, pour la femme. Donc, c'est la vessie chez l'homme et l'utérus et les ovaires chez la femme. En bas et en avant, donc chez l'homme, c'est la prostate et les vésicules séminales, que vous voyez là, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la cloison de l'aponevrose de Denonvilliers. Chez la femme, elle est séparée donc en avant et en bas de la cavité vaginale par l'intermédiaire de la cloison recto-vaginale. En arrière, donc, il y a un élément important, donc il y a le mésorectum, c'est la graisse qui entoure le rectum en arrière, et là, elle est circonscrite par ce qu'on appelle le fascia recti. Ce fascia recti, c'est un élément important du point de vue de la chirurgie du rectum. Latéralement, le fascia recti sépare le mésorectum de la paroi pelvienne où cheminent les vaisseaux et les plexus nerveux autonomes assurant les fonctions sexuelles et urinaires.
Du point de vue chirurgical, le rectum, on le subdivise en 3 segments. Donc, il a une hauteur totale de 15 cm, d'environ 15 cm. Un premier donc, segment, c'est le bas rectum de 0 à 5 cm. Puis le moyen rectum, c'est 5 à 10 cm. Et enfin, le haut rectum, c'est au-delà de 10 cm, 10 à 15 cm, au-dessus de la marge anale. Bien évidemment, là, il y a une deuxième classification, donc également, par rapport, là, c'est 0 à 5 par rapport à la marge anale. Il y a également, on peut calculer 0 à 2 au-dessus du muscle releveur de l'anus. Et également, donc, 0 à 2, 2 à 7 et supérieur à 7. Du point de vue toujours chirurgical, le rectum, donc voilà, il y a les 3 segments. La vascularisation et l'innervation du rectum, il y a l'artère hémorroïdale supérieure qui est branche de l'artère mésentérique inférieure. Elle vascularise la moitié supérieure du rectum. La veine hémorroïdale supérieure, elle rejoint la veine mésentérique inférieure, donc elle rejoint la circulation portale. L'artère hémorroïdale moyenne, elle est inconstante. Elle est issue de l'artère hypogastrique et rejoint la partie latérale de l'ampoule rectale. Les artères hémorroïdales inférieures, elles proviennent de l'artère honteuse interne, elle-même issue de l'artère hypogastrique. Elle vascularise donc le canal anal et le sphincter externe. Les veines hémorroïdales moyennes et inférieures rejoignent la veine hypogastrique et donc ils ont un drainage vers la veine cave. Contrairement à la première où il y avait un drainage portal, là, c'est un drainage vers la veine cave inférieure, un drainage cave. Pour l'innervation sphinctérienne volontaire dépend donc des racines S3 et S4 par les branches du plexus en 2. L'innervation sphinctérienne lisse est sous contrôle du système sympathique et parasympathique accompagnant les vaisseaux hémorroïdaux supérieurs et moyens. Ils cheminent dans les lames sacro-recto-génitopubiennes. Concernant le drainage lymphatique, également c'est important, pour toute chirurgie, les lymphatiques, c'est important. Donc, les 2 tiers supérieurs du rectum se drainent vers le pédicule hémorroïdal supérieur. Pour le tiers inférieur du rectum, la partie haute, c'est-à-dire du tiers inférieur, rejoint le pédicule hémorroïdal supérieur. La partie latérale du tiers inférieur rejoint le système hémorroïdal moyen. La partie inférieure du tiers inférieur rejoint le système hémorroïdal inférieur. Sur le plan, donc là, je ne sais pas s'il y a des questions sur le plan déjà anatomique pour le rappel anatomique. Sinon, on va continuer tout à l'heure. On va voir les différentes questions. Voilà. Donc, du point de vue épidémiologique, le cancer colorectal, donc aussi bien, et ça englobe les 2 cancers, aussi bien le côlon et le rectum, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le professeur Ouaret, il se situe au 3e rang des cancers les plus fréquents, après le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. En 2012, 14 700 nouveaux cas de cancer du rectum ont été diagnostiqués. Ça, c'est des chiffres qui sont en France, donc ce n'est pas à notre niveau. Ils représentent environ 35% des cancers digestifs. Les régions qui sont à haut risque dans le monde, c'est l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Sud, les zones d'Océanie peuplées de blancs. On note donc une légère prédominance masculine, 1,5 à 2 hommes pour une femme. Le cancer donc, de rectum, il faut savoir qu'il peut se voir à tout âge, mais il est rare avant 45 ans. C'est à partir de 45 ans que son incidence augmente. Donc, l'incidence justement du cancer du rectum double dans chaque décennie, l'incidence double. Donc, chaque 10 ans, chaque décade, chaque décennie, ça augmente, ça double l'incidence de cancer du rectum. Pour les états précancéreux, ce sont donc les adénomes et les polypes adénomateux. Un sujet qui est porteur d'adénome a plus de risque de dégénérescence par rapport plus de risque d'avoir un cancer par rapport à un sujet qui n'est pas porteur
d'adénome. Ou bien également, si on le compare par rapport à un sujet qui a déjà bénéficié de résection d'adénome ou de polypes rectaux. Il y a également les colites ulcéreuses, telles que la maladie de Crohn et la RCH. Ce sont des maladies qui peuvent dégénérer après 10 à 20 ans d'évolution, surtout lorsqu'elles sont découvertes avant l'âge de 20 ans. Il y a les sujets à risque. Il faut savoir qu'en matière de cancer du côlon ou du rectum, le risque de survenue du cancer, donc c'est à des degrés. Donc, il y a des sujets à risque moyen. Ce sont tous les sujets de la population générale qui sont âgés de 45 ans et plus. Ce sont des sujets, ils ont un risque moyen, c'est-à-dire c'est des sujets de la population générale et n'ont ni antécédents personnels, ni de polypes, ni d'adénome, ni d'antécédents familiaux de cancer de colorectal ou intestinaux. Les sujets à risque moyen, ce sont les sujets ayant des antécédents familiaux de cancer de l'intestin, les sujets traités pour un adénome colorectal, les sujets ayant des cancers épidémiologiquement liés, tels que l'ovaire, le sein, etc. Les sujets à risque élevé, ce sont les sujets qui rentrent dans le cadre de la polypose rectocolique familiale. Ce sont les syndromes familiaux, c'est les maladies à transmission autosomale, qui peuvent être soit donc le polypose rectocolique familiale, c'est soit à deux formes. Il y a deux formes. Il y a la forme donc à transmission autosomale dominante et il y a également une forme à transmission récessive. Il y a également les formes héréditaires sans polypose aux formes familiales du Lynch syndrome, le syndrome d'HMPCC. Donc, il y a le syndrome de Lynch, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, c'est des critères, il y a des critères d'Amsterdam. Il faut qu'il y ait au moins 3 cancers qui se regroupent chez des parents, chez 3 personnes qui ont un lien de parenté de premier degré, c'est-à-dire le patient que vous avez reçu qui présente un cancer, il a déjà 2 parents du premier degré qui ont un cancer appartenant au spectre étroit du HMPCC, à savoir les cancers colorectaux, les cancers des voies biliaires, le pancréas, l'intestin, les voies urinaires excrétrices, l'endomètre, donc pour également l'endomètre. Donc, ce sont des cancers appartenant au spectre étroit du spectre HMPCC. Le deuxième, donc il y a le lien de premier degré. Deuxièmement, il faut que l'un des patients est âgé avant moins de 50 ans lors de la découverte de ce cancer. OK? Et que ce soit sur 2 générations successives, c'est-à-dire de père en fils. Voilà donc les critères d'Amsterdam pour le cancer, donc pour le HMPCC ou bien le Lynch syndrome. Voilà. Pour la polypose rectocolique familiale, juste un mot, il y a les 2 formes. Il y a la forme familiale justement à transmission autosomale. Donc, au minimum, il faut qu'il y ait au moins 15 polypes dans le tube digestif rectocolique, dans le segment entre le côlon et le rectum, au minimum 15 polypes. Il y a ce qu'on appelle la transmission autosomale récessive, c'est la forme de floride, il faut qu'il y ait au moins 100 polypes. Voilà. Autre facteur de risque, c'est, comme il vous a parlé tout à l'heure, professeur Ouaret, c'est l'environnement et surtout l'alimentation dans le développement des cancers rectaux chez les sujets génétiquement prédisposés. Le rôle protecteur des légumes, des fibres, du calcium et de la vitamine D et le rôle favorisant des graisses, des protéines, des viandes et l'apport calorique ainsi que l'alcool. Ce sont donc des facteurs, il y a des facteurs protecteurs, il y a des facteurs qui sont favorisants, prédisposants au cancer du rectum. Donc, il y a les fibres et les légumes, il y a le calcium et la vitamine D sont protecteurs. Par contre, les graisses, l'obésité, le régime hypercalorique, l'alcool, la viande et tout ça, ça favorise le cancer. Du point de vue anatomopathologique, on commence par l'aspect macroscopique, c'est à l'œil nu. Comme vous voyez sur ces images donc, endoscopiques, il y a la forme ulcéreuse dans 30% des cas ou ulcéro-infiltrante dans 35% des cas. Ce sont donc les formes les plus fréquentes. Ils réalisent une ulcération limitée par un bourrelet d'extension grossièrement circulaire. On a 2 bourrelets également d'extension peuvent se rejoindre et réaliser
une vérole. Et cette vérole va aboutir à une sténose. Vous voyez donc cette image, donc ces images dans le endoscopique d'une tumeur donc végétante et infiltrante donc au niveau de la paroi rectale qui est pratiquement circulaire. On a donc les formes végétantes, c'est la forme exophytique, largement implantée, faisant saillir dans la lumière digestive. Il y a les formes infiltrantes pures, et elles sont rares. Il y a d'autres formes qui sont exceptionnelles, c'est les formes linétiques, les formes scléreuses, colloïdes et mucoïdes. Sur le plan microscopique, l'adénocarcinome libercunien est le cancer est la forme histologique la plus fréquente dans 97% des cas. Il peut être bien différencié dans 35% des cas, ou bien moyennement ou peu différencié dans 60% des cas. Vous voyez que donc plus il est moins individualisé, moins différencié, donc c'est le plus fréquent. Donc il y a le pronostic et ça explique un petit peu le mauvais pronostic du cancer du rectum. L'adénocarcinome missineux peut être retrouvé dans 5% des cas. Les formes histologiques rares, ce sont les carcinomes épidermoïdes, les mélanomes malins, les tumeurs carcinoïdes, les sarcomes et les lymphomes malins non-hodgkiniens. Ça, du point de vue microscopique histologique. L'extension, donc la progression locale du cancer du rectum, l'extension lymphatique est directement corrélée au degré d'infiltration de la paroi, et également au degré de différenciation de la tumeur. C'est-à-dire, donc, plus la paroi rectale est infiltrée, c'est-à-dire le T1, donc on va voir tout à l'heure la classification TNM, T1, T2, T3, T4. Donc, plus la tumeur infiltre la paroi, donc ça évolue. Donc, entre le T1, si on prend un T1, il donne moins de ganglions lymphatiques. Par contre, si on prend un T4, le risque d'infiltration ganglionnaire, d'atteinte ganglionnaire est élevé, il est maximal. Et également, le degré de différenciation de la tumeur. Quand vous avez une tumeur bien différenciée, il y a moins de risque d'extension lymphatique, contrairement aux tumeurs peu ou moyennement ou bien peu différenciées. Là, le risque d'extension lymphatique est très élevé. La pièce opératoire, quand on fait une résection des cancers du côlon, elle doit contenir, pour être carcinologique, elle doit contenir au minimum 12 ganglions. Cette extension se fait d'abord dans les ganglions périrectaux, puis juxtarectaux, puis ceux situés à l'origine des pédicules. C'est-à-dire, c'est une progression, donc c'est une évolution, c'est une extension progressive. Il n'y a pas de saut de ganglions. Si les ganglions périrectaux ne sont pas touchés, donc les juxtarectaux ne seront pas touchés. Et également, si vous avez des périrectaux qui sont touchés et puis les juxtarectaux ne sont pas touchés, les autres à l'origine des pédicules ne seront pas touchés. C'est-à-dire, c'est une progression, donc c'est une extension progressive. Il y a également la deuxième après l'extension lymphatique, c'est l'extension par voie hématogène. Ça va donner donc des métastases vers le foie, vers le poumon, vers l'os et également le cerveau. L'extension donc à distance. Après l'extension à distance, donc on a la classification TNM dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a donc c'est en fonction d'atteinte il y a le T, c'est en fonction donc de l'atteinte de la paroi. Il y a le N, c'est l'atteinte des ganglions, et le M, c'est les métastases à distance. Donc, le TX, c'est des renseignements insuffisants pour classer la tumeur. Le T0, c'est pas de signe de tumeur primitive. Le TIS, c'est la tumeur in situ, intraépithéliale, n'envahissant pas la lamina propria. Le T1, envahissement de la sous-muqueuse. Le T2, c'est la musculeuse. Le T3, c'est l'envahissement de la sous-séreuse ou les tissus périrectaux non péritonisés. On a également le T4, c'est la tumeur qui envahit directement les autres organes ou structures de voisinage ou bien une perforation du péritoine viscéral. Et là, le T4 est divisé en deux sous-groupes. Donc, le T4A, c'est une tumeur perforant le péritoine viscéral.
Le T4B, c'est l'envahissement direct des organes ou structures de voisinage. Voilà. Donc, ça, c'est quelques explications qui ont été rajoutées dans le thésaurus de 2019. La tumeur in situ inclut les cas de cellules cancéreuses confinées dans la membrane basale glandulaire, intraépithéliale ou bien dans la lamina propria intramuqueuse, sans extension à travers la musculeuse ou sans extension à travers la musculeuse, la muqueuse à la sous-muqueuse. Donc, l'invasion directe de stade T4B comprend l'invasion des autres segments du côlon ou du rectum par voie de la séreuse, prouvée par l'extension microscopique. On comprend donc pour les tumeurs survenant sur une localisation rétro- ou sous-péritoniale, l'extension directe à des organes de voisinage ou structures du fait de l'extension au-delà du mésorectum et du fascia recti. Une tumeur qui est adhérente macroscopiquement à d'autres organes ou structures de voisinage est classée CT4B. Toutefois, s'il n'y a pas de cellules tumorales présentes dans la zone d'adhésion à l'examen microscopique, elle serait classée PT1, PT1 jusqu'à 3 en fonction de la profondeur de l'envahissement de la paroi. Là, c'est concernant donc le T, l'envahissement de la paroi. Concernant l'envahissement ganglionnaire, la classification N, donc le NX, renseignement sur l'envahissement ganglionnaire, renseignement suffisant pour classer les adénopathies régionales. N0, pas de métastase ganglionnaire régionale. N1, métastase de 1 touchant donc 1 à 3 ganglions lymphatiques régionaux. Le N1A, c'est des métastases touchant un seul ganglion. Le N-B, c'est 2 à 3 ganglions. Et le N-C, ce sont des nodules tumoraux satellites dans la sous-séreuse ou dans les tissus non péritonisés, péricoliques ou périrétaux sans métastase ganglionnaire régionale. Le N2, ce sont des métastases touchant 4 ganglions au plus. Le 2A, c'est des métastases touchant dans 4 à 6 ganglions lymphatiques régionaux. Le 2B, c'est plus de 7 ganglions régionaux ou bien plus. Également, toujours concernant ces explications pour l'envahissement des ganglions. Alors, concernant les nodules satellites, donc ce sont des nodules tumoraux satellites macroscopiques ou microscopiques situés dans le tissu adipeux colique ou périrectal de la zone de drainage lymphatique de la tumeur primitive, sans signe histologique de tissu lymphatique résiduel dont le nodule peuvent correspondre à une extension tumorale discontinue ou à une invasion veineuse avec extension extravasculaire ou ganglionnaire totalement tumorale. Si de tels nodules sont observés avec des tumeurs qui auraient été classées T1 ou T2, alors que la classification T reste inchangée et le nodule est enregistré N1C. Si le nodule est considéré par le pathologiste comme un ganglion lymphatique totalement détruit par le processus tumoral, généralement de contour régulier, et doit être enregistré comme un ganglion lymphatique positif et non comme un nodule satellite. Et chacun d'entre eux devrait être compté séparément pour établir une classification P1 finale. Maintenant, c'est les métastases à distance. M0, c'est pas de métastase. M1, c'est la présence de métastases à distance. M1A, c'est des métastases localisées à un seul organe, foie, le poumon, l'ovaire, etc. Et les lymphatiques à distance, donc il y a le M1B, c'est dans plus d'un organe. Donc le A, c'est un seul organe. Le B, c'est plus d'un organe. Et le C, c'est les métastases dans le péritoine avec sans atteinte des autres organes, c'est-à-dire une carcinose péritonienne. Les catégories P, T et P1 correspondent aux catégories P et N. Là, c'est pour la classification PNN. Vous allez en voir en détail à y être posé. Voilà, pas des différences à partir des différentes données, le T, le N et le M. Vous allez
y a des stades qui ont été classés, vous allez voir, il y a le 1, c'était 1 et T2, 1, 0, 1, 0, 2, c'était 3, T4, 1, 0, 1, 0, le 2A, c'était 3, 1, 0, 1, 0, le 2B, c'était 4, A, 1, 0, 1, 0, etc. Donc, vous allez voir à la tête posée les différents stades. Bien évidemment, ces stades-là que dépendra la navigation thérapeutique. Vous allez voir là-dedans dans thérapeutique. J'espère que ça classe là. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous les posez. Donc, au fur et à mesure, c'est pour répondre même, surtout, comme ça c'est fréquent, vous voyez, un chapitre. Là, dans les données anatomopathologiques du cancer du rectum. Voilà, justement, pour terminer sur chaque chapitre, l'étude de l'anatomopologie de la pièce opératoire, quand on enlève, quand on fait une résection d'une tumeur du rectum, vous allez voir une thérapie que sur alors, la plaque d'une anatomopologie doit préciser la squamatoscopie de la tumeur, le siège de la tumeur, les marges de résolution, c'est important. Il y a les marges maximales, c'est-à-dire qu'on a la tumeur, les marges distales, on a la tumeur, et les marges latérales, à un moment, l'intégrité du mésorectum et surtout le fascia recti. L'anatomie également préciser la squamoscopie de la tumeur, le degré de différenciation de la tumeur, l'existence d'endroits vasculaires, périnéreux ou lymphatique. Le nombre de ganglions prélevé, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a au minimum 12 ganglions pour faire carcinologique. Et dans certains cas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'étude de la biologie moléculaire, le statut MSI, la stabilité microcellulaire, et également le statut KRAS, NRAS et BRAF. Là, c'est un bon tout à l'heure dans l'indication en test qu'il faut les faire. On arrive au chapitre clinique. On va comprendre ces questions. C'est l'anatomocarcinome des rectum chez un individu de 50 ans. Les signes fonctionnels sont généralement hémorragie, émission de sang franc, aéré, trouble du transit, parfois type d'alternance diarrhée et constipation, et ce qu'on appelle le syndrome rectal qui associe donc des ténénesmes, des faux besoins, une émigraine et des émissions nerveuses. Sur le plan physique, généralement l'état général est conservé, mais par la suite, il s'altère progressivement avec installation d'élasténie, anorexie et amaigrissement. Ce sont les signes et les caractéristiques de pratiquement tous les cancers. L'interrogatoire des patients, on va rechercher l'âge du patient, la date d'apparition des symptômes, le mode d'apparition des symptômes, si c'est brutal ou progressif, il y a un déjà précis d'apparition de troubles dispositifs, l'alternance diarrhée constipation, un taux d'amaigrissement, les antécédents familiaux de cancer. C'est important cette notion d'antécédents familiaux parce qu'il y a des cancers colorectaux qui rentrent dans le cadre des formes familiales. Et bien évidemment, on va faire rechercher des antécédents médico-chirurgicaux du patient. L'examen physique, donc on a l'examen loco-régional, l'examen principal, fondamental, quand on suspecte un cancer du rectum, c'est le toucher rectal. Il se fait, premièrement, si on fait en position gynécopectorale, on apprécie la marge anale, à la recherche des fissures anales associées, d'une hémorroïde, et fissure anale, et puis par la suite, surtout en position, ce qu'on appelle de la taille. La position de la taille, c'est-à-dire en équilibre dorsal, les cuisses fléchies sur le thorax, en demandant au malade de pousser. Le TR, le toucher rectal, donc apprécie le siège de la tumeur, sa forme macroscopique, surovigilante, bourgeonnante, en chou-fleur. Elle apprécie également son caractère infiltrant, généralement le caractère surtout mobile et bien fixe de la tumeur. En cas de tumeur adhérente aux structures adjacentes, la tumeur sera fixée. Et chez la femme, bien évidemment, on va coupler le toucher rectal avec le toucher vaginal pour apprécier l'état de la cloison recto-vaginale.
Chez l'homme, donc le toucher rectal peut révéler, donc bien évidemment, plus de l'appréciation de la tumeur. On peut retrouver un adénome de la prostate qui peut être associé. On peut retrouver également un nodule de carcinose péritonéale. Il peut s'agir pas uniquement, il peut s'agir d'une tumeur du cul-de-sac de Douglas, d'un nodule de carcinose, d'une autre tumeur, et non pas d'un cancer du rectum. On fait également par la suite donc un examen loco-régional, c'est l'examen de l'abdomen. Inspection de l'abdomen, on va apprécier, on va rechercher une circulation veineuse collatérale, une cicatrice d'intervention chirurgicale. Il faut apprécier l'état de l'abdomen, est-ce qu'il est distendu ou non. Donc, notamment en cas de tumeur sténosante, il peut être distendu. La palpation, c'est la souplesse et la sensibilité de l'abdomen. Rechercher une masse palpable. Palpation du foie, notamment la recherche d'une hépatomégalie. Palpation des différentes aires ganglionnaires, notamment donc les aires loco-régionales, donc iliaques, et également rechercher un ganglion de Troisier. C'est un ganglion susclaviculaire qui draine pratiquement tous les cancers digestifs. La palpation des orifices herniaires. La percussion, c'est la flèche hépatique pour apprécier en cas d'hépatomégalie. Rechercher une matité qui témoigne d'une acide, d'un épanchement intrapéritonéal, c'est une acide qui complique certains des cancers évolués. Et enfin, on termine par un examen somatique général, appareil par appareil. Les examens complémentaires. Donc, sur le plan biologique, si on commence par la biologie, il faut faire d'abord une formule, numération sanguine, une FNS, qui peut montrer donc un syndrome inflammatoire. Il peut y avoir également une anémie microcytaire par carence martiale et ou inflammatoire. Un bilan préopératoire standard, à savoir le groupage, le TP, l'urécréa, l'ACRP, le bilan hépatique, les marqueurs tumoraux, auxquels on peut rajouter également un bilan nutritionnel, notamment l'albumine et le taux de protéines. Pour maintenant, donc là, c'est des examens biologiques. Maintenant, pour faire le diagnostic, pour savoir faire le diagnostic du cancer du rectum, l'examen clé, l'examen essentiel, c'est l'endoscopie, c'est la rectoscopie au tube rigide. Elle permet de voir la tumeur, notamment celle du haut rectum, qui échappe au toucher rectal. Elle apprécie les dimensions de la tumeur, le siège de la tumeur par rapport à la marge anale et au releveur de l'anus. Elle permet d'effectuer des biopsies multiples. Dans l'étude d'Anapat, doit préciser le type histologique, le degré de différenciation de la tumeur. Ça, c'est pour les petites biopsies qu'on fait avant l'intervention. Donc, en cas de sujet âgé, bien évidemment, ou bien sujet âgé de moins de 70 ans, ou bien quel que soit l'âge, si c'est une forme familiale dans le cadre du syndrome de Lynch dont on a parlé tout à l'heure, il faut associer sur ces biopsies effectuées en préopératoire, il faut rechercher l'instabilité microsatellitaire. Cette instabilité microsatellitaire, elle s'effectue aussi bien par biologie moléculaire, recherche de l'instabilité, ou bien par immunohistochimie, qui recherche l'extinction des protéines HMLH1 et HMSH2, ainsi que le HMSH6, le HPMS2. Donc, les deux méthodes, donc aussi bien la biologie moléculaire ou bien l'immunohistochimie, ce sont des méthodes à la fois complémentaires et bien corrélées. Toutes les tumeurs avec perte d'expression des protéines ou bien avec instabilité microsatellitaire ne rentrent pas toutes dans le cadre du syndrome de Lynch. Il se peut qu'on les voit également dans d'autres anomalies qui peuvent être acquises avec le vieillissement. Dès alors, ce sont des tumeurs qui sont familiales, elles sont sporadiques. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Donc, l'instabilité microsatellitaire, elle peut se voir donc, en recherche. Donc, c'est une extinction des protéines, soit à l'immunohistochimie ou bien par biologie moléculaire. Et donc, cette expression, elle se voit souvent avec le Lynch syndrome, mais elle peut se voir également avec le vieillissement. Et également, en cas de tumeur localement avancée, c'est-à-dire il y a un envahissement loco-régional important, ce sont des tumeurs T4, ou bien ce sont des tumeurs avec métastase.
Là, il faut rechercher le statut mutationnel, ce sont le KRAS et le NRAS et le BRAF. Voilà les indications donc, de cette biologie moléculaire. Là, on a fait, une fois que vous avez fait donc, la rectoscopie au tube rigide avec la NAPAT, déjà le diagnostic du cancer du rectum est déjà établi. D'accord? Donc, par la suite, il faut faire un bilan d'extension loco-régional. C'est important donc, pour classer cette tumeur. Donc, c'est important de voir l'envahissement et parce que c'est à partir de cet envahissement, de cette extension loco-régionale que dépendra le traitement et les indications donc, thérapeutiques. Est-ce qu'il faut commencer par la chirurgie? Est-ce qu'il faut commencer par un traitement néoadjuvant à base de radiochimiothérapie, etc. On verra tout à l'heure dans le chapitre thérapeutique. Donc, pour cette extension loco-régionale, les premiers examens, c'est toujours dans l'endoscopie, mais cette fois-ci, c'est l'écho-endoscopie. Ce n'est pas la rectoscopie, mais c'est l'écho-endoscopie. Elle permet donc de faire un bilan d'extension locale précis pour les tumeurs limitées à la paroi rectale. Elle mesure la distance par rapport au releveur de l'anus. C'est important, cette mesure de la distance par rapport au releveur de l'anus. Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre des résections chirurgicales, si on a au minimum 1 cm par rapport au releveur, on peut toujours conserver le sphincter. Mais si cette distance est inférieure à 1 cm par rapport au releveur de l'anus, donc on ne pourra pas conserver le sphincter. Ça va être donc, il n'y aura pas de conservation. C'est une amputation abdominopérinéale qu'on verra tout à l'heure. Elle permet, donc l'échoendoscopie permet également d'évaluer l'infiltration des différentes couches de la paroi rectale. Elle établit ainsi une classification UTN. UT1, donc c'est l'atteinte de la muqueuse et de la sous-muqueuse. T2, c'est l'atteinte de la musculeuse. Le T3, c'est l'atteinte de la graisse périrectale. Et le T4, c'est donc les organes de voisinage. Par ailleurs, donc cette échoendoscopie, en cas d'adénopathie périrectale accessible, elle pourra nous faire des biopsies sur ces adénopathies périrectales. Parce que dans certains cas, il y a un doute diagnostique pour les adénopathies. Il se peut qu'il y ait des adénopathies inflammatoires, comme il peut s'agir d'adénopathies néoplasiques. Donc, cette biopsie à l'échoendoscopie permet de trancher entre les adénopathies inflammatoires et périrectales. Parce qu'également, l'atteinte des adénopathies périrectales, la présence d'adénopathie périrectale, ça participe également à l'indication thérapeutique, au choix pour la stratégie thérapeutique. On verra tout à l'heure dans le chapitre traitement. Le deuxième examen complémentaire important en matière de cancer du rectum pour évaluer l'extension locale, c'est l'IRM pelvienne. Elle est indispensable pour les tumeurs suspectées d'être T3 ou T4. Elle précise les marges latérales de cette tumeur. Elle précise donc les marges latérales quand elle précise entre l'extension tumorale maximale et le fascia recti. Donc, par exemple, vous avez dans le mésorectum, comme on l'a vu tout à l'heure dans le rappel anatomique, autour du rectum, il y a le mésorectum, et puis ce mésorectum, il est circonscrit par le fascia recti. Donc, s'il y a des adénopathies ou bien il y a une extension de la tumeur dans le mésorectum, l'IRM permettra de nous préciser cette distance entre l'extension tumorale dans le mésorectum et le fascia recti. Si cette distance est inférieure à 1 mm, là, les marges sont envahies. Au-delà de 1 mm, supérieur à 1 mm, les marges sont saines. Donc, là, c'est la stratégie thérapeutique également qu'on verra tout à l'heure, donc qui va changer. C'est toujours soit quand cette marge est inférieure donc à 1 mm, donc elle est envahie, là, il faut commencer par un traitement néoadjuvant, par une radiochimiothérapie. Et lorsque cette distance elle est supérieure à 1 mm, donc on peut faire facilement une résection chirurgicale première sans passer par une radiochimiothérapie néoadjuvante. Donc, elle précise toujours la distance, c'est important, comme je l'ai dit, même comme pour l'échoendoscopie, elle précise la distance entre le pôle inférieur de la tumeur et le bord supérieur des releveurs de l'anus. C'est toujours pour histoire de conservation du sphincter.
Le sphincter, c'est important, c'est lui qui assure la continence aussi bien des matières et des gaz. Il y a une sensibilité, par contre, imparfaite pour l'évaluation de l'atteinte ganglionnaire. Elle n'évalue pas de manière importante l'envahissement ganglionnaire donc le long des vaisseaux et tout ça. Donc, il n'a pas une forte sensibilité. Elle apprécie la réponse à un éventuel traitement néoadjuvant préopératoire. Ainsi, si vous commencez s'il y a par exemple un patient qui est classé T3 ou T4, on a fait une radiochimiothérapie première. Avant d'opérer ce patient, avant de passer à l'acte chirurgical, on va évaluer la réponse au traitement néoadjuvant. Et là, dans ce cas, c'est l'IRM qui est indiqué pour évaluer est-ce que la tumeur a régressé sur traitement néoadjuvant ou pas. Voilà. L'autre examen, c'est la colonoscopie complète. Elle permet d'éliminer des localisations coliques synchrones. Par exemple, dans le cadre du Lynch syndrome ou bien dans le cadre des polyposes familiales. Et il se peut qu'il y ait une association synchrone au même temps d'une tumeur rectale et d'une autre tumeur colique. Donc, il faut profiter, quand on fait une colonoscopie complète, ça nous élimine l'existence soit elle élimine l'existence d'une autre tumeur synchrone, et s'il y a tumeur synchrone associée, là, elle sera traitée en même temps opératoire. Là, tous les examens, ce sont les examens locaux régionaux qu'on a fait. C'est l'extension pour évaluer, donc l'extension loco-régionale de la tumeur rectale. Maintenant, c'est systématique pour tous les cancers. On a des examens donc à viser. Première, c'est le diagnostic. On a fait en matière du rectum, c'est la rectoscopie avec biopsie. Le deuxième, donc les deuxièmes examens, ce sont les examens à extension loco-régionale, à savoir donc l'IRM, l'échondoscopie et la colonoscopie pour éliminer un cancer synchrone du côlon associé. Par la suite, comme pour tous les cancers, il faut faire un bilan d'extension à distance. En matière du côlon ou du rectum, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien. D'accord? Option, on peut le remplacer s'ils ne sont pas disponibles. On peut remplacer par une échographie abdominopelvienne ou un téléthorax à la recherche donc les métastases notamment hépatiques ou bien métastases pulmonaires. Il y a également la chromandoscopie. C'est en cas de suspicion de Lynch syndrome. C'est une coloration. Donc, à la chromandoscopie, ça nous permet, donc, elle est indiquée dans les cancers rentrant dans le cadre du Lynch syndrome. On a le PET scanner ou bien l'IRM hépatique en cas de doute sur les métastases des lésions hépatiques. Par exemple, on a au scanner thoraco-abdominopelvien, il va vous révéler il y a des masses, des nodules au niveau du foie, mais qui ne sont pas mais le scanner n'arrive pas à trancher est-ce qu'il s'agit d'une lésion métastatique néoplasique ou pas, parce qu'il n'est pas vraiment très sensible. Et dans ces cas-là, l'IRM peut remplacer le scanner. Ou bien surtout le PET scan. Le PET scan qui actuellement, c'est l'un des derniers, ça fait une quinzaine d'années qu'il est créé. Donc là, le PET scan, il va vous renseigner, il va vous dire est-ce que vraiment ces lésions qu'on a retrouvées au scanner, il va vous dire est-ce qu'ils sont des métastases ou non. Voilà. Donc là, pour le PET scan. Bien évidemment, il y a d'autres examens à bilan d'extension, c'est la scintigraphie osseuse ou bien la TDM cérébrale. Ça, c'est en fonction des signes d'appel. S'il y a des signes d'appel, vous avez des signes, des douleurs osseuses, vous suspectez qu'il y a une métastase osseuse, il faut faire une scintigraphie osseuse. Ou bien, également la même chose pour le cerveau. Il faut faire une TDM cérébrale. Là, donc, pour résumer, pour faire le point avant de passer aux formes cliniques, voilà, il y a l'examen, c'est l'interrogatoire, c'est les différents temps de l'examen, mais surtout, le premier examen, c'est le toucher rectal, c'est l'examen clinique, puis la rectoscopie qui vous permettra, avec biopsie et étude d'anatomie pathologique, vous permettront de faire le diagnostic, d'accord? Puis, vous avez des examens à viser d'extension loco-régionale et des examens à viser donc d'extension à distance
C'est pour tous les cancers, il faut procéder de cette façon. Voilà, j'espère que vous avez compris. Normalement, c'est clair. Il faut toujours pour les cancers, surtout l'extension à distance, il faut la faire. Là, on a les formes cliniques. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est la tumeur, donc à l'examen clinique. Donc, on a pris comme type de description, c'est le cancer donc, du bas rectum. Là, il y a des formes topographiques. On peut avoir un cancer qui est haut situé dans le tiers supérieur, puisqu'on a divisé le rectum en trois. Il y a le bas, le moyen et le haut rectum. Pour le haut rectum, c'est ce qu'on appelle les tumeurs de la charnière rectosigmoïdienne. Elles peuvent appartenir aussi bien donc au côlon, lorsqu'ils sont au-dessus de 15 cm. Il y a également, donc là, ils sont proches également. Donc, c'est 10 à 12 cm de la marge anale. Ce sont des tumeurs ayant des tendances à la sténose. Elles sont d'évolution lente avec un envahissement local. Par contre, l'envahissement ganglionnaire, il est tardif. Les signes d'appel, ce sont l'alternance diarrhée-constipation et l'occlusion intestinale dans 50% des cas. Le diagnostic repose sur l'endoscopie, donc la rectosigmoïdoscopie avec biopsie. Le toucher rectal, généralement, il n'atteint pas la tumeur. Elle est haute située, 10 à 12 cm, elle est loin du toucher rectal. Le toucher rectal, quand vous faites en position de la taille, c'est-à-dire en position d'équilibre dorsal, en demandant au patient de fléchir ses cuisses sur le thorax et en lui demandant de pousser, ça vous permettra d'explorer au maximum en fonction du doigt de la longueur du doigt de l'examinateur. Ça peut aller jusqu'à 8-9 cm, sans plus. On a les formes étiologiques. Il peut s'agir soit d'une tumeur veineuse dégénérée, il peut s'agir d'un cancer survenant sur un polype adénomateux. Il peut s'agir également d'une polypose rectocolique familiale dégénérée. Comme on l'a vu tout à l'heure, je vous ai expliqué pour la polypose, il y a les deux formes, donc il faut au minimum déjà 15 ganglions pour parler de polypose. Il y a les formes à transmission autosomale dominante, il y a les formes à transmission récessive. Dans le cadre des formes de fluoride, c'est au minimum 100 polypes. On a les formes rentrant dans le cadre du syndrome de HMPCC ou bien le Lynch syndrome. Également, je vous ai parlé tout à l'heure quels sont les critères d'Amsterdam pour classer une tumeur dans le cadre du Lynch syndrome. On a également les formes évolutives, cancer avec envahissement local, notamment la vessie ou les thyroïdes chez la femme. On a les formes anatomopathologiques, ce sont les formes qu'on a décrites tout à l'heure, ce sont les formes ulcéreuses, les ulcérovégétantes et tout ça, les ulcéro-infiltrantes, les formes végétantes. Il y a les formes rares telles que les tumeurs missionneuses, les formes scléreuses, les formes linétiques, etc. On a donc les formes à découverte fortuite. C'est une découverte fortuite, soit lors de l'exploration d'une autre pathologie. Par exemple, on cherche, on examine pour toute autre pathologie, dans le cadre d'un toucher rectal. Pourquoi on dit d'ailleurs un toucher rectal systématique? Ça nous permet d'éliminer parfois des tumeurs du rectum associées. Donc là, c'est une découverte fortuite. Il y a également les formes découvertes au cours du dépistage. On a anciennement, c'est les tests d'hémoculte qui sont utilisés, hémoculte 2. Donc, elle permet de dépister la présence de sang dans les selles et donc la présence d'éventuelles tumeurs colorectales. Cependant, ce test d'hémoculte est abandonné depuis 2015 et il est remplacé par le test immunologique fécal qui est plus sensible et permet de détecter 2 à 2,5 plus les cancers et 3 à 4 fois plus d'adénome. Voilà, donc ce sont des formes de découverte fortuite. Et pour le dépistage, parce que tout à l'heure, j'ai vu une question pour professeur Ouaret, vous avez posé pour le dépistage. Le dépistage, il se fait à partir de 50 ans, systématiquement tous les 2 ans. D'accord? Il y a également, il faut distinguer 2 types de dépistage. Il y a le dépistage de la population générale, tous les 2 ans, à partir de l'âge de 50 ans. Cependant, il y a le dépistage qui rentre dans les cas des formes familiales. Par exemple, si vous avez un patient qui est porteur d'un cancer rentrant dans le cadre du Lynch syndrome ou de la polypose rectocolique familiale, il faut la faire de façon annuelle pour tous les parents de premier degré.
D'accord? Il faut pas, c'est pas comme il faut distinguer les deux formes de dépistage. Ça, c'est pour la population générale, tous les 2 ans à partir de 50 ans. Par contre, pour les formes familiales, c'est une autre forme de dépistage, c'est l'endoscopie. Pour le diagnostic différentiel, il faut éliminer donc chez l'homme un cancer de la prostate envahissant le rectum. Il faut éliminer un nodule tumoral du cul-de-sac de Douglas, c'est un nodule de carcinose péritonéale, par exemple un cancer de l'ovaire, et dans ce vent des métastases de carcinose péritonéale, ou bien tout cancer qui est dépassé au stade de carcinose péritonéale et peut donner des nodules tumoraux du cul-de-sac de Douglas. Donc, quand vous faites le toucher rectal, vous allez palper des nodules qui sont pas des cancers du rectum proprement dit, mais ce sont des nodules tumoraux du cul-de-sac de Douglas. Chez la femme, il faut éliminer un cancer du col envahissant le rectum, le cancer du vagin, une endométriose rectale. Chez les deux sexes, il faut éliminer les hémorroïdes internes, une sténose inflammatoire rectale, post-radique ou bien ischémique ou bien une amébiase. Il faut éliminer un ulcère solitaire du rectum. Il faut éliminer les rectites spécifiques dans le cas d'une tuberculose, d'une maladie de Crohn ou d'une syphilis. Voilà pour les diagnostics différentiels. Donc, on a vu la clinique, les formes cliniques et le diagnostic différentiel. Donc, on arrive au chapitre du traitement. Le but du traitement, c'est la correction des troubles hydroélectrolytiques occasionnés donc, par la tumeur. Généralement, le cancer entraîne donc un amaigrissement, une déshydratation, une pondérale importante et tout ça. Donc, il faut corriger les troubles engendrés par la tumeur. Le deuxième but, c'est de réséquer la tumeur avec curage ganglionnaire, rétablissement de la continuité digestive, éviter les complications et les récidives. Donc, pour les moyens thérapeutiques, on a le traitement médical, c'est la préparation des patients à la chirurgie, rééquilibre hydroélectrolytique, apport donc en albumine, en protides, alimentation parentérale, antibiothérapie à large spectre, préparation du côlon pour une éventuelle intervention et en cas d'anémie, on fait une transfusion sanguine. Voilà pour le traitement médical. Pour le traitement instrumental, c'est l'exérèse par voie endoscopique qui ne peut se concevoir qu'après une échondoscopie, qui doit, pour assurer un traitement endoscopique, il faut faire un examen échondoscopique au préalable qui doit confirmer qu'il s'agit d'une petite tumeur T1 limitée à la muqueuse ou bien à la sous-muqueuse superficielle. Elle doit être bien différenciée. Il faut qu'il siège à la paroi postérieure du tiers inférieur du rectum, c'est-à-dire on prend le tiers inférieur 0 à 5 cm. Il faut que la tumeur soit en postérieur. Pourquoi en postérieur? Parce que c'est plus facile, il y a moins de risque de lésion des organes de voisinage, contrairement à la face antérieure. Quand vous faites une résection de la face antérieure, il y a un risque de lésion de la prostate, de la cloison recto-vaginale. Donc, il y a autant de complications, les vésicules séminales, ainsi de suite. Il nécessite l'exérèse totale de toute l'épaisseur de la paroi rectale par voie transanale. Toujours, après l'exérèse, donc là, le premier, c'est le traitement endoscopique, résection par voie endoscopique. Là, c'est le traitement donc, chirurgical par voie locale, c'est-à-dire quand vous avez une petite tumeur accessible directement à l'œil nu au tiers inférieur du rectum, on peut la réséquer par voie locale, surtout si le patient n'est pas, il y a une contre-indication à l'anesthésie générale, il y a une contre-indication à l'anesthésie, donc on peut le faire par voie locale. Il s'adresse donc toujours aux petites tumeurs comme pour l'endoscopie, tumeur T1 bien différenciée, siégeant sur la paroi postérieure du tiers inférieur du rectum. Elle nécessite l'exérèse toujours de toute l'épaisseur de la paroi. Maintenant, là, ce sont des méthodes conservatrices. Les premières, soit par voie endoscopique ou bien par voie locale, ce sont des méthodes conservatrices. Il y a les méthodes mutilantes où la résection doit emporter tout le rectum. La première, c'est l'amputation abdominopérinéale.
périnéales. Je vais vous les citer rapidement. Ça ne vous concerne pas en tant qu'étudiant externe, en tant que généraliste, mais il faut savoir quand même quelles sont les méthodes thérapeutiques qui se font. Les méthodes, les techniques chirurgicales, on ne va pas rentrer dans le détail, mais au moins le geste chirurgical qui se fait. On a donc par voie d'abord médiane, sous-ombilicale, qu'on peut étendre aussi haut que possible, que nécessaire, et par voie donc périnéale. Donc il y a double voie. Généralement, on la réalise parfois soit la même équipe ou bien parfois double équipe. Une équipe qui travaille par voie abdominale et une équipe qui travaille par voie périnéale à travers la marge anale. D'accord? Il y a également la voie laparoscopique, c'est-à-dire la voie médiane sous-ombilicale peut être remplacée par voie laparoscopique, c'est-à-dire on fait une résection par voie cilioscopique de l'intérieur, et puis le temps périnéal, c'est le même, on fait par retournement de la pièce, on fait une exérèse. Donc, cette exérèse, cette amputation abdominopérinéale, elle consiste en quoi? Elle consiste à enlever la totalité de l'ampoule rectale, tout l'appareil sphinctérien, le canal anal, l'atmosphère cellulo-graisseuse périrectale avec une ligature de l'artère mésentérique inférieure à 1 ou 2 cm de son origine. Pourquoi? Normalement, c'est à ras de son origine, mais on laisse toujours 1 à 2 cm, c'est pour conserver le plexus nerveux hypogastrique supérieur qui commande les fonctions génitales et urinaires. Cette intervention se termine par une colostomie iliaque gauche définitive. On abouche, c'est-à-dire on enlève tout le rectum, tout l'appareil sphinctérien, le canal anal et tout ça, et puis le côlon d'avant, il faut rétablir la continuité. Alors, pour l'anastomosien en bas, c'est impossible, donc on le fait sortir au niveau de la fosse iliaque gauche, se forme d'une stomie. Donc, une stomie avec des poches, c'est un patient qui va vivre à vie avec des poches. Là, c'est l'amputation abdominopérinéale. On va voir tout à l'heure les indications. Quand est-ce qu'on réalise cette amputation abdominopérinéale? Cette amputation abdominopérinéale, on la réalise généralement quand on ne peut pas conserver avoir 1 cm au-dessous entre la tumeur et l'appareil sphinctérien. Donc, quand on est obligé de sacrifier l'appareil sphinctérien, on est obligé de faire une amputation abdominopérinéale. Il y a également les amputations élargies. Chez la femme, on réalise une amputation abdominopérinéale associée à une hystérectomie, à une colpectomie postérieure, c'est-à-dire le col chez la femme, ou bien également chez la femme ménopausée, on peut réaliser une ovarectomie bilatérale, c'est dans le cadre par souci de prévention des métastases ovariennes. Généralement, les cancers digestifs ont tendance aux métastases ovariennes. Quand c'est une femme ménopausée déjà, donc on peut faire un traitement préventif en réséquant, en faisant une ovarectomie bilatérale. Chez l'homme, on peut réaliser donc une amputation abdominopérinéale élargie à la face postérieure de la prostate. On peut réaliser également une pelvictomie avec double stomie urinaire, c'est-à-dire on enlève, donc on fait une amputation abdominopérinéale comme décrite pour le rectum. On enlève également donc la prostate, les vésicules séminales, parce que lorsqu'ils sont envahis, là, à condition d'obtenir ce qu'on appelle une résection R0, c'est-à-dire résection R0, c'est-à-dire de ne laisser aucun résidu tumoral, ni microscopique ni macroscopique. Donc, si on peut obtenir cette résection R0 sans résidus tumoraux, là, il faut faire cette pelvictomie totale avec une double stomie, aussi bien une stomie digestive qu'urinaire, parce que quand vous enlevez la prostate, et les vésicules séminales, il faut également aboucher les uretères, voire même pour la vessie également. On peut même emporter la vessie, et là, avec une stomie urinaire. On a également les résections. Là, c'est toujours là, on fait une résection. Il y a des résections antérieures par voie abdominale. Dans ce cas-là, on fait pas. C'est la même chose que l'amputation abdominopérinéale. Cette fois-ci, la différence, c'est qu'on conserve l'appareil sphinctérien. Et quand on conserve l'appareil sphinctérien, il faut rétablir la continuité digestive.
on ne va pas faire de stomie à la fin, mais on rétablit, on fait une anastomose. Et donc, voilà, c'est une laparotomie médiane sous-ombilicale ou laparoscopie. Elle comporte les mêmes temps opératoires que pour l'amputation abdominopérinéale. Cependant, l'intervention se termine par un rétablissement de la continuité et non pas par une colostomie. Donc, on fait une anastomose colorectale basse ou colo-anale, comme vous voyez sur ce schéma, sous forme d'un réservoir. On va remplacer l'ampoule rectale par un réservoir en J. Comme vous voyez là, le côlon qui est descendu, on ferme le bout distal du côlon, on crée au sommet du J, on crée une ouverture qu'on va anastomoser avec le canal anal, comme vous voyez là sur ce schéma. Et on assure également, parce que ce genre d'anastomose, quand on les fait, elles sont très basses, elles sont sujettes à des fistules et à des lâchages. Donc, dans ce cas-là, il faut toujours, on préconise de faire une iléostomie de protection, c'est-à-dire on va faire une stomie temporaire, on va faire sortir l'éléon, comme ça on va dériver les matières fécales par l'éléon, on ne va pas laisser les aliments arriver jusqu'au côlon, on les dérive par une iléostomie de protection qu'on laisse pendant 2 à 3 semaines et on va rétablir, on va fermer cette iléostomie, le temps de cicatrisation de l'anastomose basse que vous voyez sur ce schéma. On a également l'intervention de Hartmann. Dans certains cas, c'est les mêmes temps opératoires pour les résections antérieures. Cependant, là également, on a conservé l'appareil sphinctérien, mais on ne rétablit pas la continuité digestive. On va la rétablir, on pourra la rétablir secondairement, notamment dans les cas d'urgence, quand on fait une intervention pour sténose et tout ça, on fait une intervention de Hartmann et on fait une résection avec abouchement, fermeture du bout distal, le rectum restant, on va le fermer et le côlon proximal, on va faire sortir sous forme d'une stomie, colostomie iliaque, qu'on va rétablir secondairement dans un deuxième temps opératoire. Ça s'appelle donc l'intervention de Hartmann. Les autres armes thérapeutiques, donc voilà pour matière de chirurgie, donc on a les traitements conservateurs par voie locale, aussi bien par voie chirurgicale qu'endoscopique. On a les interventions mutilantes, ce sont les amputations abdominopérinéales, on a les résections antérieures et on a l'intervention de Hartmann. Là, pour les autres armes thérapeutiques, on va les citer, sans trop de détails, c'est la radiothérapie, généralement 1,8 à 2 degrés par jour. Au total, pendant généralement 5 semaines, il y a 2 schémas. Il y a un premier schéma de radiothérapie qui s'étale sur 5 semaines, on l'appelle le schéma lent, donc 1,8 à 2 degrés par jour pendant 5 jours par semaine, et puis sur 5 semaines. Il y a également le schéma de radiothérapie court, c'est 5 degrés par jour pendant 5 jours. Et puis, on temporise 8 à 10 jours et on opère le malade. Là, on a également la chimiothérapie, elle repose essentiellement sur le Folfox 4 et le Folfox 6 qui sont les plus utilisés, mais il y a d'autres également méthodes de chimiothérapie qui sont utilisées. On a les thérapies ciblées qui sont le bevacizumab et le trastuzumab, ce sont les plus importantes également, les plus connues. Là, on les utilise généralement en matière, donc dans le cadre des formes métastatiques. On a les endoprothèses. Les endoprothèses, c'est dans le cadre de généralement des tumeurs en occlusion. En occlusion, soit on fait une endoprothèse, donc par voie endoscopique, on met une prothèse, c'est pour lever l'occlusion essentiellement, comme dans le cas d'urgence, toujours dans le cas d'occlusion, on peut opérer le patient et faire une stomie d'amont pour lever l'occlusion. Mais pour moins de risques, pour ne pas opérer le patient, l'idéal serait de réaliser toujours une endoprothèse qui est plus facile et rapide et sans opérer le patient. Maintenant, on arrive aux indications thérapeutiques. Donc, on arrive, je voyais ici une question. Donc, pour le dépistage des cancers colorectaux, les plus de 50 ans, sans antécédents, oui, c'est ça. Donc, pour le dépistage, c'est ça. Donc, c'est-à-dire ça, c'est la population générale. Il y a le dépistage
tous les 2 ans à partir de 50 ans par les bons de lettres, bien évidemment, par le test immunologique fécal. Donc, c'est à partir tous les 2 ans. Par contre, pour la population dans le cadre pour les tumeurs rentrant dans le cadre du Lynch syndrome, c'est autre chose, c'est un autre dépistage. Voilà, donc je reviens donc aux indications thérapeutiques. Indications en fonction du siège de la tumeur et du stade TNM. Quand il s'agit d'une tumeur du bas rectum, entre 0 et 5 cm, là, le geste chirurgical, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez une tumeur, un patient qui présente une tumeur du bas rectum, entre 0 et 5 cm. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'appareil sphinctérien, c'est important. Tout dépend, donc, si une marge entre la tumeur et l'appareil sphinctérien est obtenue supérieure ou égale à 1 cm, d'emblée, ou bien après dissection intersphinctérienne, on réalise une résection antérieure. D'accord? On conserve l'appareil sphinctérien avec rétablissement de la continuité immédiatement avec un réservoir en J. Si une marge entre la tumeur et l'appareil sphinctérien est inférieure à 1 cm, donc dans ce cas-là, c'est impossible de conserver l'appareil sphinctérien. Il faut réaliser d'emblée une amputation abdominopérinéale. Voilà, donc toujours pour les tumeurs du bas rectum, mais cette fois-ci en fonction du stade TNM. Donc, on a vu en fonction quel est le geste chirurgical qu'on réalise si elle siège au niveau du bas rectum. Maintenant, si en fonction du stade, quelles sont les armes thérapeutiques, quelle sera notre stratégie thérapeutique à adopter. Donc, si vous avez une tumeur qui est classée T1 ou T2, N0, M0, c'est-à-dire pas de métastase ganglionnaire, pas de métastase à distance. Là, on fait d'emblée une chirurgie d'emblée en fonction de l'étude ANAPAT, quand vous opérez d'emblée le malade, et en fonction des résultats de l'étude ANAPAT, une chimiothérapie peut être proposée si N+, ou bien tumeur à titre 3, parce que vous pouvez partir les explorations préopératoires classent la tumeur en T1, en T2, mais en péropératoire, vous pouvez redresser le diagnostic. Il peut s'agir d'un T3. Même l'ANAPAT peut vous dire qu'il s'agit en fait d'un T3 et non pas d'un T1 et T2. Là, vous pouvez proposer un traitement adjuvant à base de chimiothérapie, voire même parfois de radiochimiothérapie post-opératoire. Pour les tumeurs du bas rectum classées T3, T4 et OM+, c'est la radiochimiothérapie première. D'accord, il faut retenir ça. Et 6 à 8 semaines plus tard, il faut laisser, après la radiothérapie, il faut toujours laisser un temps de 6 à 8 semaines pour que les phénomènes inflammatoires occasionnés par la radio disparaissent. Là, il faut, et en plus de ça, mais il ne faut pas déplacer les 8 semaines. Là, vous opérez le patient. Après 6 à 8 semaines, vous opérez le patient. Puis toujours en fonction des résultats de l'étude anatomopathologique, un traitement adjuvant à base de chimiothérapie, voire de radiochimiothérapie, sera proposé. Maintenant, on arrive aux tumeurs du moyen rectum. Pour les tumeurs du moyen rectum entre 5 et 10 cm, vous voyez, c'est important, la classification que je vous ai donnée tout à l'heure au début du cours, dans le rappel anatomique, en classant le rectum entre 0 et 5, 5, 10 et 10, 15. Là, concernant le geste chirurgical pour le moyen rectum, pour le moyen rectum, on conserve, il n'y a pas d'amputation abdominopérinéale, c'est une résection antérieure, d'accord, avec rétablissement de la continuité immédiate. Donc, une marge, on laisse juste une marge sur la tumeur, on laisse une marge de 1 à 2 cm sur la tumeur. Cependant, il faut faire une exérèse totale du mésorectum. C'est ce qu'on appelle la TME, la totale exérèse du mésorectum. Donc, pour le moyen rectum, il faut faire une résection en passant 1 à 2 cm sur la tumeur, associée à une totale exérèse du mésorectum et rétablissement immédiat de la continuité digestive. En fonction du stade, maintenant des TNM, T1, T2, comme tout à l'heure, c'est la chirurgie d'emblée puis chimiothérapie en fonction de l'ANAPAT. T3, T4 et OM+, la radiochimiothérapie, 6 à 8 semaines plus tard, on opère le patient et en fonction de l'ANAPAT également, un traitement adjuvant peut être instauré donc à base de chimiothérapie, voire parfois radiochimiothérapie. Cas particulier de ce qu'on appelle
le T3 faible. Le T3 faible, c'est qu'il n'y a pas une extension importante, donc c'est-à-dire la marge entre l'extension tumorale maximale et le fascia recti, elle est entre 1 et 2 cm. Donc, elle est supérieure à 1 cm, mais elle est entre 1 et 2 cm. Elle est classée T3, T3 faible. Dans ce cas-là, on peut faire un schéma court de radiothérapie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un schéma lent, 2 grès par jour, 5 jours par semaine pendant 5 semaines. Mais là, le schéma court, c'est la radiothérapie seule. On fait 2 grès, donc 5 grès par jour pendant 5 jours. Et cette fois-ci, on ne temporise pas 6 à 8 semaines, mais on va temporiser 8 à 10 jours, puis on opère le patient. D'accord? Et en fonction toujours de la NAPAT, on va instaurer un traitement adjuvant. J'espère que c'est clair. S'il y a des questions, vous les préparez. Je suis à votre disposition tout à l'heure. Toujours, donc là, on arrive également à les indications thérapeutiques en fonction du haut, donc la localisation du haut rectum, c'est plus de 10 cm. Là, le haut rectum, il s'apparente beaucoup plus à un cancer du côlon. D'accord? C'est comme un cancer du sigmoïde. Elle est proche, donc les indications, il n'y a pas de radiochimiothérapie première. Généralement, c'est la résection d'emblée. Et on fait une résection antérieure avec résection. Il faut emporter pas la totalité du mésorectum, mais au moins 5 cm du mésorectum sur le poil inférieur de la tumeur. D'accord? Associé à un rétablissement immédiat de la continuité digestive sans protection par une iléostomie. Ce n'est pas nécessaire de protéger par une iléostomie dans le cadre des cancers du haut rectum. Et bien évidemment, donc, en fonction du stade, T1, T2, T3, c'est la chirurgie première. Même pour le T4, généralement, chirurgie première, mais parfois, dans certains cas, donc on peut opter pour une chimiothérapie néoadjuvante, puis d'opérer le patient secondairement. En post-opératoire, un traitement adjuvant en fonction de l'étude anatomopathologique peut être institué. Voilà. Donc, toujours dans les indications thérapeutiques, comme on l'a vu tout à l'heure, donc pour les exérases locales, ce sont les tumeurs T1 bien différenciées, siégeant sur la paroi postérieure du rectum. Elles nécessitent une exérase par voie transanale. On l'a vu tout à l'heure. Le traitement endoscopique, c'est la même chose, donc pour les indications. Maintenant, il y a le cas particulier, sans rentrer dans le détail, c'est en cas de cancer du rectum avec métastase hépatique ou pulmonaire synchrone, c'est-à-dire synchrone, c'est au même temps. C'est-à-dire, quand on parle du métastase synchrone, c'est que c'est un cancer qui est métastatique d'emblée. Quand on voit le patient pour la première fois, on voit qu'il est, on trouve qu'il est déjà métastatique. Dans ce cas-là, on fait une résection en 1, en 2 temps, ou bien en 2 temps, avec une chimiothérapie périopératoire, c'est-à-dire instituer une chimiothérapie périopératoire, voire même parfois une radiochimiothérapie périopératoire. Donc, on fait, après la radiochimiothérapie ou bien la chimiothérapie préopératoire, on résèque la tumeur rectale et puis, 2 à 3 mois plus tard, on fait une résection des métastases hépatiques. D'accord? Et après la résection des métastases hépatiques, on continue la chimiothérapie. Pour certains, même entre la résection rectale et la résection des métastases hépatiques, il y a certains qui continuent de la chimiothérapie entre les 2 interventions chirurgicales. Voilà, concernant les métastases synchrones. Pour le terme synchrone, ce sont des métastases découvertes au même temps, au même moment avec la tumeur mère. Les métachrones, ce sont des métastases qui sont découvertes. Les métastases métachrones, ce sont des tumeurs qui sont découvertes au cours de la surveillance du cancer du rectum ou du côlon opéré. D'accord? Les métachrones, c'est au cours de la surveillance. Les complications, on va les citer rapidement. Quand un malade, toute chirurgie a ses complications. Il y a des complications inhérentes à toute chirurgie. Donc, on peut avoir en péropératoire, ce sont des plaies vasculaires, des lâchages des ligatures, donc ça donne des hémorragies. On peut avoir une plaie vésicale, une plaie urétérale, des plaies digestives. Le taux de mortalité post-opératoire
c'est en fonction des équipes. Il y a des équipes spécialisées qui ne font que le cancer du rectum. Donc, elle varie de 1 à 10%. Quand l'équipe est expérimentée et spécialisée dans le cancer du rectum, la mortalité tombe plus vers le 1. Par contre, quand c'est des chirurgiens qui font de temps à autre le cancer du rectum, ils ne sont pas vraiment spécialisés, la tendance va y aller plus vers le 10%, donc augmentation des taux de mortalité. C'est entre 1 et 10%. Pour la morbidité post-opératoire précoce, c'est 34%. Et là, donc, on peut retrouver des complications inhérentes à toute chirurgie, un sepsis de paroi, une occlusion post-opératoire précoce, une éviscération, une péritonite, une éventration. Il y a également, donc, par contre, il y a des complications qui sont inhérentes à la chirurgie rectale, les cancers du rectum, notamment quand vous faites une amputation abdominopérinéale, c'est l'infection pelvipérinéale. On a également, si vous faites une anastomose, c'est les fistules anastomotiques. Pour les complications post-opératoires tardives, ce sont les séquelles fonctionnelles, notamment des anastomoses colorectales basses, comme on a vu tout à l'heure dans les anastomoses colorectales basses ou coloanales avec un réservoir en J. Là, même si on réalise le réservoir en J, ça ne remplace pas totalement l'ampoule rectale. Et dans ce cas-là, on assiste à une augmentation du nombre de selles, à une fragmentation des selles et à une impériosité des selles. On a également certaines complications, ce sont les séquelles sexuelles à type de troubles de l'érection et d'éjaculation. Quand vous faites une chirurgie du rectum, ce sont des complications spécifiques en raison de la proximité entre les zones de dissection. Généralement, faites attention quand on passe dans les bons plans, ça évite ces complications, les troubles sexuels et urinaires. Par contre, si vous ne passez pas dans le bon plan, bien parfois en raison de l'inflammation importante, on risque de sectionner, ça entraîne ce genre de séquelles. Et également à distance, ce sont les récidives aussi bien locales que métastatiques. La survie, donc le pronostic pour la survie moyenne après exirage chirurgical, elle varie donc en fonction également des équipes et surtout du stade de la tumeur. Donc, entre 12 et 65%, c'est en fonction du stade de la tumeur. Le facteur pronostic majeur, c'est le stade anatomopathologique. Donc, si vous avez une tumeur T1, elle a tendance beaucoup plus vers une survie, donc une survie longue. Donc, par contre, si vous avez une tumeur T4, la survie sera moins longue. Comme tout patient opéré, donc surtout pour un cancer, il faut un suivi post-opératoire. D'accord? Donc, le suivi post-opératoire pendant les 3 premières années après l'intervention chirurgicale, et vous devez revoir le patient tous les 3 mois pour faire un examen clinique, une radio du thorax, puis avec une échographie abdominopelvienne, voire en alternance avec le scanner thoraco-abdominopelvien tous les 3 mois. C'est-à-dire, à 3 mois, vous faites une échographie puis un télithorax. Et le deuxième trimestre, quand vous revoyez le malade, il faut qu'il vous revienne avec un scanner thoraco-abdominopelvien. Puis, après les 3 ans, durant les 2 années restantes, donc on va faire un examen clinique puis un scanner thoraco-abdominopelvien tous les 6 mois et une colonoscopie à 3 ans.